Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. En fait, le point de départ de ce livre, c'est en 2016. Donc, je suis en train de décrire justement le syndrome de Palo Alto. Ne vivant pas à San Francisco toute l'année, je me dis, il faut quand même que j'ai une veille qui soit un petit peu soutenue pour que mon roman soit vraiment très... Sharp. Ouais, voilà, que ce soit une espèce de tableau impressionniste un petit peu à l'ordre du jour. Et dans le cadre de cette veille, je tombe donc exactement il y a 10 ans, en 2016, sur un article du New Yorker, qui est donc un peu la bible du journalisme aux États-Unis. Très, en termes de sourcing, on est vraiment sur quelque chose qui est très sharp. Bon, le New York Times, c'est pas mal aussi, mais tu sais qu'un truc qui est dans le New Yorker, a priori, ça a été vérifié, revérifié. C'est un peu comme Science quand t'es, ou Nature, pardon, quand t'es un scientifique, quoi. C'est vraiment... En tout cas, voilà, disons que c'est un peu un Graal pour tout journaliste de pouvoir peut-être un jour publier son article de 20 pages dans le New Yorker. Et donc, justement, en l'occurrence, il y a un journaliste qui s'appelle Tad Friend, qui est un bon spécialiste de la Silicon Valley, qui décide de faire un article sur un jeune gars qui est un petit peu connu si tu es vraiment branché tech ou si tu vis à San Francisco, parce que c'est le directeur de Y Combinator qui est donc, ok. Sam Altman. Sam Altman, voilà, mais à l'époque où Sam Altman n'est pas très connu. Et le journaliste qui l'intéresse avec Altman, en fait, c'est qu'il est en train de monter cette petite boîte qui est déjà un objet de fascination, qui est donc OpenAI, avec une poignée d'autres, dont Elon Musk. Et l'article, en fait, s'intéresse en particulier au fait que Altman et ses affidés ont une obsession autour de l'idée que l'intelligence artificielle puisse un jour devenir si omnipotente qu'elle pourrait en fait décider de nous asservir en tant qu'être humain, ou en tout cas de considérer qu'en fait on ne mérite pas d'avoir la place qu'on a. Et de cette obsession, on est donc OpenAI avec cette idée de dire le meilleur moyen que ça ne nous arrive pas, c'est encore de la créer nous-mêmes. Alors avec l'espèce de dimension très pompier pyromane qu'on peut imaginer. Et dans l'article, il est fait état du fait qu'il y a un autre sujet qui revient beaucoup dans les conversations de ces personnes-là, qui est l'obsession de la simulation, autrement dit la possibilité qu'on pourrait vivre dans une simulation informatique. Et le journaliste, en fait, rapporte 2 phrases, il dit, et d'ailleurs, le sujet revient tellement qu'il y aurait 2 milliardaires de la Silicon Valley, persuadés donc qu'on vivrait dans une simulation, qui auraient embauché secrètement une équipe de scientifiques pour trouver un glitch dans le code de la réalité, donc une anomalie, et dire, bon bah voilà, vous voyez, on vit dans la simulation, et potentiellement maintenant, comment on fait pour en sortir ? Loïc, un glitch pour expliquer, si vous avez par exemple vu le Truman Show, qu'on assimile assez vite à la simulation ou quelque chose comme ça, à ton livre, c'est ce jour où finalement il y a soit un acteur qui fait un mauvais truc dans le truc, soit justement du ciel tombe un projecteur. Et tu regardes là-haut, tu te dis, hein ? Et donc voilà, c'est une petite anomalie, un petit truc qui a été mal simulé dans ton simulateur, et où toi, tu te dis, mais attends, c'est très bizarre, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et on va pas raconter tout le livre, mais c'est que toi, ces 2 petites phrases, elles sont à la source de ce livre, et tu as voulu aller creuser auprès de Tad Friend. Et lui t'a dit, en gros, non, mais genre, limite, j'ai juste balancé ça comme ça, plus ou moins, il n'a pas voulu trop, il t'a pushback, comme on dit, hein, il t'a repoussé un petit peu. Il m'a dit, je veux pas t'en dire plus, mais il m'a tout de même dit, mais ces 2 phrases ont été fact-checkées selon les méthodes habituelles du New Yorker. Oui. Et le New Yorker étant le New Yorker, moi je me suis dit, si ça a été fact-checké et qu'il s'est permis de l'écrire, c'est qu'il y a quand même en fait un fond de vérité. C'est ça, toi tu te dis, Tad Friend, New Yorker, tu te dis, attends, c'est sûr. Enfin, et puis, il a pas utilisé un conditionnel. Donc, tu as vraiment 2-3 petits trucs où il confirme pas, mais il infirme pas ce que tu vas lui chercher. Donc, vous le lirez un peu, mais tu te dis, attends, ça mérite d'être creusé, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment 2 milliardaires qui font ça ? Qui sont ces personnes, etc. Et toi, tu t'es dit, ok, je vais aller comprendre ça. Je vais aller chercher ce truc. C'est marrant. Quand tu te souviens ce moment où tu bascules et où tu te dis c'est mon prochain projet de vie, parce que là tu dis en 2016, donc on parle d'il y a 10 ans, tu sors ce livre aujourd'hui. En termes de travail dans ta vie, Loïc, c'est
Enfin, c'est un sacerdoce quand même, quoi. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as basculé réellement? Ou est-ce que ça se fait progressivement? Ça se fait progressivement. En gros, en fait, 2016, je spotte le truc, mais je termine mon bouquin, donc je laisse un petit peu l'idée de côté. En 2018, je pense que je termine mon roman en 2018-2019. Et là, je me dis... Toujours le syndrome de Palo Alto. Ouais, voilà, c'est ça. Je mets des livres... celui-là, j'ai mis 6 ans, presque 7 à l'écrire. Voilà, le précédent, j'avais mis 3. Et donc, grosso modo, je termine l'écriture du syndrome de Palo Alto. Et je me dis, tiens, il en est quoi un peu de cette histoire? Et puis, je vois qu'en fait, personne ne s'en est emparé. À la base, je me dis que je vais en faire un documentaire. Je commence à envoyer un peu des mails. En fait, ma méthode est de me dire, OK, si je veux avoir des infos, allons parler aux gens qui, à un moment ou à un autre, ont dit un truc publiquement sur ce sujet de la simulation. Donc, je fais un petit peu feu de tout bois. Je commence à envoyer des emails. Je me rends compte que ça paye pas trop, donc je décide de faire ce que, en bon journaliste de terrain, et puis, parce que c'est toujours le plus fun, quoi. Je me dis, je vais repartir à San Francisco, je me donne 5-6 semaines, et j'essaye en fait d'interviewer tout le monde. Mais j'y vais pas en me disant que je suis en train d'écrire un livre, je me dis plutôt, je suis en train de préparer ce que pourrait être un potentiel dossier de documentaire. C'est assez cool, ça, parce que je pense que vous êtes quand même pas beaucoup. Je veux dire, t'y vas avec une idée vague. Donc moi, je trouve ça assez inspirant, même pour nous, Clem, tu vois. Nous, on part de temps en temps en se disant on va en Chine, on sait pas trop. On a une vague idée de ce qu'on veut trouver, mais il y a un moment, c'est même un peu flippant, un peu vertigineux, parce que tu engages des frais. Mine de rien, 6 semaines à San Francisco, ça te coûte bien entre 5 et 10 000 euros, je pense. Enfin, entre les billets d'avion, les locations, ouais, non. Peut-être un petit peu moins quand même, mais effectivement, tu as raison, j'engage des frais. Donc, il y a une logique de se dire, bon, je fais un investissement, mais après, moi, je le vis comme une aventure. Enfin, en fait, il va se passer des trucs. Et puis, comme là, tu me dis, quand vous partez en Chine, tu y vas un petit peu en te disant, tiens, est-ce que... On sait pas exactement. Je vais rentrer, déjà. Est-ce qu'ils vont me laisser rentrer avec des caméras? C'est vrai, ça, c'est clair. Et ça, ce n'est pas gagné. Mais il y a aussi, tu convoques un peu des synchronicités. Tu te dis, en fait, si je suis là, il va peut-être se passer des choses. Et c'est en fait pour ça que moi, je décide de faire du terrain. D'ailleurs, il y a toujours une prime au terrain. Tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien, il a envie de t'aider en fait. Tiens, tu devrais aller rencontrer machin. Ah, est-ce que tu as pensé à... Après, le deuxième truc... Écoutez bien juste ce truc. Regarde ton deuxième truc, mais juste, je redis, ça, j'adore. Il y a toujours une prime au terrain, il y a toujours une prime à l'action. Je veux dire, en effet, il arrive que tu ailles sur le terrain et qu'il ne se passe rien, mais si tu prends un peu de temps, que tu mets un peu d'énergie, tu vois... Pardon, mais je reprends un autre docu qu'on a fait sur le GR20 avec mes associés. On avait un peu peur que ce soit plat, que ce soit juste un truc sorte de truc d'influx qui se fait un kiff de faire le GR20 en 7 jours. Et on se disait, il faut quand même qu'il se passe un truc. Et au milieu, t'as le président Macron l'équipe de l'Élysée qu'on était allé voir 2 mois avant avec Clem qui nous dit c'est bon, on enregistre demain. Et en fait, ma prime au terrain, ce qui est drôle, c'est qu'elle était à Paris, mais tu vois. En fait, je serais resté à Paris, ça aurait pas du tout été aussi drôle et eu la même saveur, quoi. Donc, merci de partager ça, mais je pense que tu as vraiment raison. Et que pour beaucoup de créateurs de contenu ou de journalistes, c'est intéressant parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Vous vivez dans un monde, tu m'expliqueras de quoi tu vis aussi dans ta vie normale, parce que tes livres, je suis pas sûr que ça te nourrisse au quotidien, peut-être, mais tu as au moins ce panache de te lancer là-dessus. Pardon. Ouais, non, mais c'est sûr que, il se passe des choses. Et puis, une fois que tu es sur le terrain, tu peux aussi te permettre d'être un peu plus pushy avec les gens. Je le fais dans le livre à un moment donné. Je suis un peu en mode, bon, mec, je suis là, j'ai traversé l'Atlantique, s'il te plaît, quoi. Ouais. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, on se voit. Mais en tout cas, voilà, dans mon idée de prime au terrain, justement, pour accrocher un peu les wagons, l'histoire de la rumeur, en fait, du coup, quelque part, je me retrouve un peu face à 4 questions. Je me dis, c'est qui les milliardaires? C'est qui les scientifiques? C'est quoi un glitch? Et puis, quand on parle de simulation, on parle de quoi? Et quelque part, en étant sur le terrain, c'est pareil. Il y avait une espèce d'idée de se dire, il y a beaucoup des gens à qui j'ai envie de parler qui sont à San Francisco. Et je vais me rendre compte d'un truc qui est assez intéressant. C'est vrai que ça a l'air complètement fou, cette idée, et presque un peu farfelu, mais ça va être un peu ma première surprise et le premier basculement. Il y a une série de basculements dans le livre qui font qu'en fait, je vais de plus en plus deep dans le sujet et que quelque part, je deviens de plus en plus... peut-être pas fou, mais en tout cas vraiment obsédé par la chose. Mais le premier grand basculement, c'est de me rendre compte qu'en fait, les gens que je sollicite et que je finis en fait par rencontrer, c'est pas du tout des allumés, c'est
pas du tout des zinzins, c'est pas des platistes qui n'ont fait aucune étude scientifique et qui Ça, je pensent te parlais que... de complot tout à l'heure, mais de prime abord, tu dis, vas-y. Tu vois, moi, de loin, il a fallu que David Carzon me dise que t'es un pote et que t'es un mec sérieux avec qui on bosse sur Fleuron pour me dire, bon... Mais beaucoup d'autres personnes m'auraient dit, lis ce livre, c'est Loïc Hecht. J'aurais fait, ouais, ça va, c'est bon, les platistes, moi, c'est pas mon délire, quoi. Et ouais. Et tu vois, j'ai un peu la même réaction. Bon, même si moi j'aime bien les fous, mais Moi aussi. mais là en l'occurrence en fait c'est l'inverse. Je rencontre des mecs qui sont, par exemple, il y a un mec qui est assez central dans le livre, il s'appelle Rich Terrell. Il est astrophysicien à la NASA. À la NASA. Rich Terrell, c'est un directeur du Jet Propulsion Lab, donc qui est un des laboratoires de recherche les plus importants. C'est un type qui, parce qu'il était à la tête du programme Voyager, donc cette sonde qui est sortie, je crois, de notre système solaire maintenant, a découvert, enfin, il est considéré comme le type qui a découvert des satellites d'Uranus, de Pluton. C'est un type qui est tellement carré que James Cameron l'a engagé pour être le conseiller en cinéma sur tout un tas de films de science-fiction. Et lui, c'est le premier que je vais rencontrer qui va m'expliquer, en fait, en vertu de ce qu'on a découvert du fonctionnement de la physique quantique depuis 150 ans, à savoir qu'à l'endroit de la physique quantique, la réalité, de manière pas très intuitive, n'est pas du tout déterminée. Elle existe comme un ensemble de probabilités, un ensemble d'états superposés. À l'endroit du quantique, la réalité, c'est comme une espèce de nuage plein des possibilités d'une réalité qui n'est pas encore advenue. Et c'est seulement quand on fait une observation ou une mesure que quelque part, le nuage plein des probabilités disparaît. Il n'y a qu'une goutte qui reste, et cette goutte, quelque part, si on extrapole un peu, c'est la réalité. Et ce mec-là, il me raconte ça, je suis un peu en mode « Ok ». Et surtout, il me dit « Ça, c'est quand même assez étonnant ». Mais il me dit « Mais il y a d'autres éléments, en fait, qui laissent à penser que notre réalité n'est peut-être pas une simulation, mais en tout cas, emprunte un certain nombre d'atours qui y ressemblent. » Si je te pose ici et que je te pose cette question de est-ce que tu y crois ou est-ce que c'est plausible qu'on vive dans une simulation? En tout cas, ce que je peux dire de manière sûre, c'est que c'est impossible de dire que ce n'est pas le cas.